Elric des Dragons, Livre 2, chapitre 4. Le Seigneur du Chaos. Dès qu'il se fut remis du coup qui lui avait fait perdre connaissance et des instants précieux, Elric fit appeler Divinvar. Il avait hâte d'entendre les dernières nouvelles. Mais Divinvar ne put rien lui apprendre de plus. Hyrkoon avait invoqué une aide surnaturelle pour se libérer et s'échapper. La magie a dû l'aider à quitter l'île, car il n'a pu prendre la fuite par la mer, dit Divinvar. Alors il faut organiser une expédition punitive contre lui, dit Elric. Envoyez 1000 détachements si nécessaire. Envoyez tous les hommes de Melniboné. Essayez de réveiller les dragons. Armez les frégates dorées si cela s'impose. Mais retrouvez Simoril. Tout cela, je l'ai déjà fait, répondit Divinvar. Mais je n'ai pas encore retrouvé Simoril. Un mois s'écoula au cours duquel les soldats d'Imrir, à pied, à cheval, parcoururent les jeunes royaumes à la recherche des renégats. Je m'inquiétais plus de moi que de Simoril. Et j'appelais ça de la moralité, pensa l'albinos. C'était de l'amour-propre, mais pas de la conscience morale. Un autre mois s'écoula, au cours duquel les dragons d'Imrir hantèrent les cieux, du nord au sud et du sud au nord. Ils parcoururent cimes, mers, forêts et plaines, semant involontairement la terreur dans maintes cités, sans découvrir pour autant le moindre signe d'Hyrkoon et de sa bande. Car finalement on ne juge quelqu'un que d'après ses actions, pensa Elric. J'ai considéré ce que j'avais fait, non pas ce que j'avais l'intention de faire, ou ce que j'aurais aimé faire. Et ce que j'ai fait a été insensé, destructeur, sans aucun intérêt. Hyrkoon avait raison de me mépriser, et c'est pour cela que je le haïssais tant. Après 4 mois de voyage, les navires imririens jetèrent l'ancre dans les ports lointains, et les marins demandèrent aux voyageurs et aux exploreurs qu'ils rencontraient s'ils n'avaient pas vu Hyrkoon ou entendu parler de lui. Mais la sorcellerie avait opéré, et personne ne l'avait vu, ni ne se rappelait l'avoir vu. Je dois maintenant considérer ce que cachent ces réflexions, se dit Elric. Les plus vaillants des soldats revinrent à Melniboné, l'air las, sans les nouvelles attendues. À mesure que leur foi et leur espoir s'amenuisaient, la détermination d'Elric grandissait. Il rassembla toutes ses forces, physiques et mentales. Il expérimenta de nouvelles drogues, qui devaient accroître son énergie et non pas renouveler une énergie qu'il ne partageait pas avec les autres. Il passa de longs moments dans la bibliothèque, bien que cette fois-ci, il ne lut que certains grimoires, et les relut, même maintes et maintes fois. Ces grimoires étaient écrits dans la langue sacrée de Melniboné, l'ancienne langue magique, grâce à laquelle les ancêtres d'Elric avaient pu communiquer avec les surnaturels qu'ils avaient invoqués. Elric était heureux de les comprendre, bien que ce qu'il lisait faillît plusieurs fois l'arrêter dans ses projets. Et quand il eut trouvé tout ce qu'il cherchait, car il pouvait courir à la catastrophe en ne comprenant pas ou en comprenant mal la signification secrète des grimoires, il s'abandonna au sommeil artificiel de la drogue 3 nuits durant. Puis il fut prêt. Il appela tous ses esclaves et serviteurs. Il posta des gardes devant ses portes, à la consigne de ne laisser entrer personne, même en cas d'urgence. Il fit débarrasser une grande pièce de tous ses meubles, et se retrouva alors dans une salle vide, à l'exception d'un grimoire qu'il avait placé en son milieu, et auprès duquel il s'assit pour se recueillir. Au terme de plus de 5 heures de méditation, Elric prit un pinceau, une bouteille d'encre, et se mit à peindre sur les murs et le sol des symboles compliqués. Lorsqu'il eut terminé, il s'étendit sur le ventre au centre de la rune qu'il venait de peindre, une main sur son grimoire, l'autre, celle qui portait la pierre d'Actorios, étendue, avec la paume tournée vers le sol. C'était la pleine lune. Un rayon venait caresser les cheveux argentés d'Elric. Puis ce fut l'invocation. Elric dépêcha son âme par le dédale de la logique, par-delà les plaines infinies des concepts, par-delà les cimes des symboles et l'univers des alternatives. Son âme voyageait toujours plus loin, avec pour seul bagage les mots qui s'échappaient de ses lèvres frémissantes. Des mots que peu de gens eussent compris, quoique la seule intonation de ces mots eût suffi à glacer le sang de quiconque aurait pu les entendre. Il essayait de rester immobile, mais son cœur bondissait, et pendant tout ce temps quelques mots revenaient sans cesse, des mots, toujours les mêmes.
Un de ces mots était un nom. Ariok. Ariok, le dieu démon des ancêtres d'Elric, le plus puissant des seigneurs de l'enfer, qui répondait au nom de seigneur des épées, seigneur des ténèbres, seigneur de l'enfer d'en haut, entre autres. Ariok. C'était Ariok que Hyrkoun avait invoqué pour demander au seigneur du chaos de jeter un maléfice sur Elric. C'est Ariok que Hyrkoun avait voulu invoquer pour accéder au trône de Rubis. C'était Ariok, le gardien des 2 épées noires. Les épées forgées par le surnaturel, douées d'une puissance infinie, dont les empereurs de Melniboné avaient jadis usé. Ariok, je t'invoque. Elric psalmodiait des runes parfois scandées, parfois saccadées. Son esprit avait atteint le niveau qu'habitait Ariok. Il était maintenant à la recherche d'Ariok lui-même. Ariok, c'est Elric de Melniboné qui t'invoque. Elric aperçut alors un œil qui le fixait. Puis cet œil s'en alla rejoindre un autre œil, et les 2 yeux le fixèrent. Ariok, seigneur du chaos, aide-moi. Les 2 yeux se fermèrent et disparurent. Oh, Ariok, viens, aide-moi, je serai ton serviteur. Une silhouette non humaine se profila lentement, puis une tête noire, une tête sans visage regarda Elric. Et derrière la tête, un halo pourpre. Et la silhouette, puis la tête disparurent. Épuisé, Elric regarda s'évanouir l'apparition. Son esprit redescendit de niveau en niveau. Ses lèvres ne chantaient plus les runes. Elles n'invoquaient plus les noms. Il demeurait là, dans le silence de sa chambre, épuisé, incapable de faire un seul mouvement. Il était persuadé d'avoir échoué. Il perçut alors un faible bruit. Il releva péniblement la tête. Un insecte s'était introduit dans la chambre. Il vrombissait. Il semblait presque suivre le dessin des runes qu'Elric avait peintes. Il se posa sur une rune, puis sur une autre. Il a dû passer par la fenêtre, pensa Elric. Il était à la fois contrarié et enchanté de cette intrusion. L'insecte vint ensuite se poser sur le front d'Elric. C'était un gros insecte noir qui vrombissait, d'un vrombissement horrible. Il se nettoya les pattes de devant. Il semblait trouver un certain intérêt à inspecter le visage d'Elric, qui frissonna, mais n'eut pas la force de chasser l'intrus. Il se contentait de l'observer lorsque celui-ci était dans son champ de vision. Lorsque l'insecte s'éloignait un peu, il sentait ses pattes sur son visage. Puis l'insecte s'envola et fit entendre son vrombissement puissant au-dessus du nez d'Elric. C'est alors que l'albinos aperçut ses yeux. Des yeux qui lui rappelaient quelque chose. C'était, et ce n'était pas, les yeux qu'il avait vus sur l'autre niveau. Il commença à se rendre compte que cet insecte n'était pas un insecte ordinaire, qu'il avait certains traits presque humains. L'insecte alors lui sourit. Les lèvres d'Elric laissèrent du plus profond de sa gorge desséchée passer un murmure. Ariok. Et là où l'insecte avait volé, apparut un garçon d'une beauté remarquable. Il parla, d'une belle voix, une voix douce, agréable, et pourtant masculine. Il était drapé dans une robe dont les plis glissaient comme un chapelet de pierre qui n'éblouissait pas Elric, car elle ne brillait pas. Il portait une fine épée à son ceinturon, et en guise de aume, un bandeau incandescent. Il avait des yeux spirituels, des yeux de vieillard, mais lorsqu'on les regardait de plus près, ils avaient quelque chose de mauvais. Ils reflétaient quelques anciennes et secrètes méchancetés. Elric. C'est tout ce que le garçon devait dire au début. Mais ce seul mot raviva les forces de l'albinos, qui put alors se mettre à genoux. Elric. Cette fois, Elric se releva, plein d'énergie. Le garçon était plus grand qu'Elric. Il regardait l'empereur de Melniboné et souriait de la même façon que l'insecte avait souri. Toi seul peux servir Ariok. Il y a longtemps que j'étais invité sur ce niveau. Mais maintenant que j'y suis, je vais t'aider, Elric. Je serai ton maître. Je te protégerai.
et je te donnerai la force, bien que je sois le maître, et toi l'esclave. » « Que dois-je faire pour te servir, Seigneur Arioc ?» demanda Elric, s'efforçant désespérément de se maîtriser, malgré la terreur que lui avaient inspiré les paroles d'Arioc et ce qu'elles sous-entendaient. « Tu me serviras en te servant d'abord toi-même. Plus tard, je t'appellerai pour que tu me serves, de diverses façons. Mais pour le moment, je te demande seulement de faire serment de me servir. » Elric hésita. « Tu dois prêter ce serment, » dit Arioc calmement. « Sinon, je ne peux t'aider pour ce qui concerne ton cousin Hyrkoun et sa sœur Simoril. »« Je prête serment de te servir, » dit Elric. Tout son corps s'enflamma, tremblant de joie, et il tomba à genoux. « Maintenant, tu peux invoquer mon aide de temps à autre, et je viendrai si tu en as vraiment besoin. J'apparaîtrai sous la forme qui convient, ou sous aucune forme si c'est nécessaire. Et maintenant, tu peux me poser la question que tu désires avant que je m'en aille. » « Je voudrais te poser 2 questions. Je ne peux répondre à ta première question. Je n'y répondrai pas. Tu dois accepter cela, maintenant que tu as juré de me servir. Je ne dirai pas ce que le futur te réserve, mais tu n'as aucune crainte à avoir si tu me sers bien. Ma deuxième question est la suivante. Où se trouve le prince Hyrkoun ? Le prince Hyrkoun est dans le sud, chez les barbares, par l'entremise de la sorcellerie, d'armes dotées d'une force extraordinaire et de son intelligence supérieure. Il a réussi à conquérir 2 petites nations, dont l'une s'appelle Ouin et l'autre You, et s'apprête à marcher sur Melniboné, car il sait que des hommes sont dispersés sur toute la terre à sa recherche. Comment a-t-il réussi à se cacher ? Il ne s'est pas caché, mais il s'est emparé du miroir des souvenirs, un miroir magique dont il a découvert la cachette par l'entremise de la sorcellerie. Ceux qui regardent dans ce miroir oublient le passé. Ce miroir renferme ainsi des millions de souvenirs. Les souvenirs de ceux qui s'y sont regardés. Et celui qui s'aventure dans le Ouin et le You, ou qui jette l'ancre dans la capitale des 2 pays, se retrouve face au miroir et oublie qu'il a vu le prince Hyrkoun et ses Imériens. C'est le meilleur moyen de ne pas être découvert. En effet, Elric fronça les sourcils. Il faudrait donc envisager de détruire ce miroir. Mais qu'arrivera-t-il alors ? Arioc leva sa belle main. Bien que j'aie répondu à plus d'une question, tu pourrais certes rétorquer que ces questions ne faisaient qu'une. Je ne répondrai pas à cette dernière question. Tu aurais peut-être intérêt à détruire ce miroir, mais peut-être aussi ferais-tu mieux de trouver un moyen d'annihiler ses effets, car je te rappelle qu'il renferme de nombreux souvenirs, dont certains même depuis des milliers d'années. Je dois maintenant te quitter, et toi, tu dois aller à Ouin et à You, qui sont à plusieurs mois de route d'ici, quelque part vers le sud, bien au-delà de l'Omrir. Je te conseille d'y aller avec le navire des terres et des mers. Bon voyage, Elric. Un insecte sur le mur bourdonna un moment, puis disparut. Elric sortit précipitamment de la pièce, en appelant ses esclaves.